Chavez est emprisonné 2 ans. Comme le président qui avait fait tout ça est destitué peu après pour corruption, on doit le libérer après 2 ans. Fidel Castro l'invite à La Havane avec les grands honneurs. Ils discutent longtemps ensemble, donc quels sont ses projets. Chavez avait une idée curieuse. Il disait: je vais former un mouvement de tous les militaires latino-américains honnêtes. Castro lui dit: tu sais, au Venezuela c'est un peu spécial. Il y a beaucoup de gens du peuple dans l'armée, les moins contrôlés, les moins aux États-Unis, mais ailleurs, je ne pense pas qu'on peut faire tellement confiance aux officiers. Ce serait peut-être bien de présenter aux élections avec un programme politique et tout ça. Et en 1998, Chavez fait ça aux élections présidentielles et il va gagner. Pour être honnête, il faut dire que c'est les autres qui vont perdre. Ils sont tellement discrédités qu'on cherche un homme nouveau. Et par chance, cet homme nouveau-là, il est honnête et il est décidé à tenir ses promesses. La première étant de faire discuter et voter une nouvelle constitution qui affirme le contrôle de l'État et du peuple sur les ressources pétrolières, qui prévoit la défense des minorités indigènes, toute une série de mesures sociales. C'est donc une constitution très progressiste. Et comme, évidemment, les dirigeants de PDVSA ne veulent absolument pas lâcher ce qu'on appelle là-bas la caisse noire qui leur rapporte tellement, au moment, en plus, en automne 2001, Chavez est le seul chef d'État à prendre position contre la guerre en Afghanistan. Là, il a évidemment signé son arrêt, pas son arrêt de mort, mais son arrêt pour un coup d'État. Et en avril 2002, on lui déclenche effectivement un coup d'État. Grâce à une manipulation médiatique organisée par la CIA, on dit qu'il a fait tirer sur la foule. En réalité, c'est les snipers de la CIA qui l'ont fait. On l'emprisonne. On donne l'ordre de le tuer. Heureusement, les officiers loyaux ne veulent pas. Et Chavez réussit à avoir un contact avec sa fille, à dire: j'ai pas démissionné et je n'abandonne pas la lutte. Et il va être sauvé pas par les autorités, son gouvernement ou les militaires, il va être sauvé par le peuple. C'est-à-dire que les gens des quartiers, et c'est très important de souligner, surtout les femmes, vont descendre des quartiers, entourer le palais présidentiel où sont les putschistes, dire aux soldats: on vous manipule, il ne faut pas faire ça. Et après 47 heures, les putschistes filent la queue entre les jambes et les Vénézuéliens disent avec beaucoup d'humour: nous avons le record du coup d'État le plus bref de l'histoire, 47 heures. C'est important, c'est le peuple qui a mis en échec le coup d'État made in USA. C'est très très important. C'est eux qui ont sauvé Chavez. À ce moment-là, c'est pas fini. L'épreuve de force va continuer, l'opposition ne se résigne pas. Et en début 2003, il y a ce qu'on a appelé dans le média la grève du pétrole, mais qui est en réalité le sabotage du pétrole et de l'économie. Ce pas les ouvriers et les techniciens qui font grève, c'est les dirigeants et les cadres supérieurs et toute une couche corrompue de PDVSA, la Société du pétrole, qui bloque le pétrole, qui veut bloquer l'économie. L'idée, c'est de faire un coup à la chilienne, qui est plus de pétrole, plus de gaz donc pour cuisiner, les ménagères vont se retourner contre Chavez. C'est la réédition de ce qui avait été fait au Chili. Ça va de nouveau échouer, parce que là aussi, les ménagères vont se débrouiller, on cuit avec du bois, et sinon on mange froid, et le peuple ne cède pas. À ce moment-là, l'opposition va procéder à une stratégie assez machiavélique, c'est-à-dire le sabotage informatique. L'industrie pétrolière est très informatisée. Si vous voulez ouvrir une cuve de pétrole, décharger un navire, etc., vous avez besoin d'informatique pour faire la moindre opération. Et l'élite dirigeante de PDVSA avait vendu toute l'informatique à une firme qui s'appelle SAIC, qui est basée à Houston, qui est une firme qui a des liens privilégiés avec le ministère de la guerre des États-Unis. Et en fait, donc, on avait vendu tous les codes de l'industrie pétrolière à l'ennemi, qui évidemment, au moment où il voit que la grève ne suffit pas à briser la résistance de la population, bloque tout, et donc il n'y a plus de serveurs, il n'y a plus d'opération, tout est bloqué. Même le site de PDVSA a disparu. Et alors il va y avoir une bataille absolument passionnante que je relate dans le livre, c'est que de tous côtés, des jeunes informaticiens très doués, des hackers, vont aller essayer de percer les secrets, reconstituer la mémoire, la mémoire de la firme, et en un mois d'effort, ils vont arriver à reconstituer, c'est vraiment un récit passionnant, c'est la première guerre informatique de l'histoire, c'est absolument passionnant.
C'est une guerre qui a une dimension symbolique. Ils appellent ça, eux, leur prise de la Bastille. Parce qu'ils ont réussi à mettre en échec un sabotage qui venait directement du gouvernement des États-Unis sur une industrie majeure. Vous savez, PDVSA, c'est la 35e firme au monde en importance de chiffre d'affaires, hein, donc c'est pas rien. Et ils ont réussi à mettre ça en échec. À partir de là, ils vont créer une nouvelle PDVSA, évidemment virer les directeurs, les cadres, toute une série, toute cette couche supérieure qui a trahi son pays. On va d'ailleurs faire le même travail avec beaucoup moins de gens, parce qu'il y avait une bureaucratie incroyable. Et surtout, on va mettre PDVSA au service du peuple, le pétrole au service du peuple. Ça, c'est fondamental. Résultat, déjà en 2004, PDVSA verse à l'État vénézuélien 11,4 milliards de dollars. 11,4, 20% de son chiffre d'affaires. Et avec ça, Chavez déclenche ce qu'on appelle là-bas les missiones. Ce que je décris dans le livre, je vais être bref, mais c'est quelque chose qu'il faut aller voir, c'est absolument enthousiasmant. Les missiones, ce sont des missions, c'est des mobilisations de comités populaires pour résoudre les problèmes du peuple vénézuélien. Un premier problème, c'est l'analphabétisme. Au moment où il arrive, il y a plus d'1,5 million de gens qui savent ni lire ni écrire. Et ça, c'est un drame. Mettez-vous une seconde à la place de ces gens. Vous êtes dans un magasin, vous ne savez pas lire le prix. Vous êtes dans la rue, vous ne savez pas lire le nom de la rue. Le patron vous fait signer un contrôle parce que vous ne savez pas ce que vous signez. Et c'est vraiment une forme dramatique d'exclusion sociale. Eh bien, on va organiser, avec l'aide des Cubains, qui sont très forts en alphabétisation, on va organiser une campagne massive, et en 2 ans, on va supprimer l'analphabétisme. C'est quelque chose de très, très émouvant, dont on ne mesure pas ici l'importance. Pourtant, même en Europe, il y a de l'analphabétisme, il faut le savoir. Mais là-bas, c'est vraiment un fléau. Et j'ai discuté avec une jeune dame de 72 ans qui il faisait une petite fête pour la remise des diplômes. Et elle me disait, c'était Carmen, et elle me disait, voilà, quand mon fils était à l'école, je ne pouvais pas l'aider pour cette voie. Même mon petit-fils, je voulais pouvoir l'aider. Et ça, vous auriez vu son sourire, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Et donc, il y a non seulement l'alphabétisation, mais il y a aussi, bien sûr, la scolarisation. On donne des bourses à des mères de famille pour qu'elles retournent à l'école, faire des études, aller à l'université. Il y a vraiment on va dire, une éducation populaire. Il y a les budgets en faveur de l'enseignement sont énormes et c'est vraiment un modèle, ça. Avec vraiment des conséquences et tout un esprit d'apprendre. On distribue aussi des collections de petits bouquins de poche formidables, 50-60 petits bouquins de poche comme ça, avec Balzac, Descartes, Hugo, toutes sortes de choses de la littérature, de la philosophie des sciences, gratuitement, comme ça, distribuées à des centaines de milliers d'exemplaires. C'est des choses vraiment magnifiques. Une autre mission est très importante, c'est la santé. Il faut savoir qu'avant Chavez, le populiste, comme on dit, 2 Vénézuéliens sur 3 n'avaient jamais vu un médecin de leur vie et n'allaient jamais en voir parce qu'il n'y avait pas moyen de le payer. Les médecins vénézuéliens étaient complètement embourgeoisés, ça ne les intéressait pas d'aller soigner dans les campagnes, dans les quartiers pauvres des gens qui n'étaient pas rentables, et donc la situation sanitaire était épouvantable. Les premières années, Chavez essayé de résoudre ce problème à travers ses ministères, et ça change. Il va alors tenter une autre expérience. 56 médecins cubains débarquent dans un quartier pauvre de Caracas et commencent une mission santé, Barrio Adentro, à l'intérieur du quartier. Et ça, ils découvrent une situation terrible, mais avec l'aide de gens de comités locaux qui inspirent confiance, parce qu'évidemment, les Cubains faisaient peur, pensaient les communistes, tout ça, donc ils vont à la rencontre de la population, et après un certain temps, ils organisent, l'expérience vraiment devient un grand succès. Il y a ce qu'on appelle les soins de première ligne, dans toute la médecine préventive, la médecine générale. Puis on découvre que les gens ont des grands besoins, il faut leur faire des examens de cardio, d'endoscopie, on installe des services de dentisterie, j'ai visité, tout ça c'est vraiment magnifique. On installe aussi des services d'opticiens par exemple. Vous avez un problème aux yeux, vous entrez à 14h, j'ai vu ça, j'ai visité une mission comme ça, vous entrez à 14h, on vous prend les mesures, puis un médecin discute avec vous, puis on reprend les mesures, et vous sortez à 18h avec vos lunettes. C'est incroyable, tout ça est gratuit. Si vous avez des problèmes graves comme la cataracte, Cuba et le Venezuela ont mis ensemble au point ce qu'ils appellent l'opération Milagro, l'opération miracle.
C'est-à-dire que le Venezuela paye le transport et le logement, les Cubains payent les soins, ils ont des équipes qui sont très très renommées et réputées au point de vue des soins aux yeux, et donc les gens sont opérés à Cuba. Il y a des centaines de milliers de gens qui ont déjà été opérés grâce à ça, non seulement au Venezuela, mais dans toute l'Amérique latine, et maintenant aussi certains pays africains. Est-ce que vous avez jamais lu une ligne dans le monde et dans l'IB sur ce que je pense on peut qualifier de l'opération vraiment humanitaire la plus importante à l'échelle mondiale actuellement? Non, parce qu'évidemment c'est les méchants qui le font, donc on ne peut pas en parler. Mais la réalité est que grâce à Chavez le populiste, il y a vraiment maintenant un droit à la santé. La santé, là, n'est plus une marchandise, c'est un droit. Et ça change énormément le quotidien des gens quand vous pensez à toutes ces vies d'enfants et autres qui ont été sauvées, ou à ces conditions de vie améliorées. Il y a d'autres missions très importantes, mais je ne vais pas les décrire, elles sont décrites dans le livre, notamment des restos du cœur. C'est des cantines populaires, en fait. Vous n'avez pas le sou, c'est un enfant de la rue, ou quelqu'un qui n'arrive pas à finir le mois. Vous pouvez aller manger un bon repas gratuit à midi. J'ai mangé là, c'était le pavillon, c'est de la viande de bœuf avec du lait, avec du riz et des haricots noirs. C'est leur grand plat national, c'est absolument délicieux, très nourrissant. Il y a des diététiciens cubains qui étudient que ça soit vraiment diététique. Donc c'est formidable. Je veux dire, quand on voit des trucs comme ça, on est enthousiasmé, vraiment. Et ça, c'est très important. Ça a été possible parce qu'une règle du jeu a changé. La règle, l'argent du pétrole, on en fait quoi? Avant, ça allait remplir des coffres-forts qui étaient déjà pleins à crever pour des gens qui ne savaient pas comment faire. Ça allait produire 45 milliards de dollars de bénéfices pour Exxon. Et maintenant, ça donne à manger aux gens du peuple. Ça donne des soins de santé, ça donne le droit à l'éducation. Évidemment, il y a une série d'autres réformes plus importantes encore. À savoir que, évidemment, ce que je viens de décrire là, c'est au fond des missions d'urgence. C'est les choses les plus urgentes pour résoudre les problèmes de la pauvreté. Mais ça ne suffit pas du tout. Avec ça, vous avez juste encore des assistés. Et ce qu'il faut, ce qui est très important, c'est de créer une véritable économie. J'ai dit, le problème dans l'Amérique latine, c'est la dépendance. Le fait qu'on a des économies qui sont liées à une matière première, qu'on exporte moins cher, et qu'il n'y a pas un marché intérieur, il n'y a pas une vraie économie qui se crée. Ça n'est absolument pas ça. Et donc, l'idée de Chavez et des Vénézuéliens, c'est, comme ils disent, de semer le pétrole. Utiliser l'argent de cette ressource pour créer une véritable économie. Ce n'est pas un problème facile, d'autant plus que le Venezuela a une économie détruite. Et on le voit au niveau de l'ensemble des classes sociales. Quand vous étudiez les classes sociales au Venezuela, vous voyez que, à la différence de la bourgeoisie comprador liée à l'étranger dont j'ai parlé, il y a cette bourgeoisie nationale, des petits et des moyens capitalistes qui essayent dans l'industrie ou dans l'agriculture de développer des affaires, mais qui sont écrasés par les autres, au niveau des taux d'intérêt, au niveau des prix, au niveau des banques, et qui sont vraiment en très grand problème économique. Donc il y a une politique pour aider ces petits et moyens capitalistes à développer leurs affaires et à résister aux multinationales. Il y a une politique pour essayer d'industrialiser le pays, parce qu'il y a eu quelques industries, mais elles ont été beaucoup liquidées dans les années 80 avec le néolibéralisme et les privatisations et les rachats par les firmes étrangères, qui ont fermé plein d'usines, de sorte que la classe ouvrière, qui n'était pas très grande au Venezuela, a encore dégringolé, et c'est un problème. Il y a une très très grande faiblesse de la classe ouvrière. C'est un problème aussi pour les paysans de cette situation de dépendance. Il n'y a plus au Venezuela que 10% de paysans. C'est évidemment lamentable. C'est une tendance dans l'ensemble de l'Amérique latine. Le Venezuela, c'est le maximum. C'est une tendance très forte. Et c'est un problème. Et donc, il faut essayer d'aider les paysans qui restent en leur donnant des terres. Souvent, les terres inutilisées, les terres fonciers, on les donne aux paysans. Mais surtout, ils ont besoin de crédit, d'assistance technique, de protection de l'État pour avoir un accès au marché, etc. Donc, ça, c'est très important. Et la quatrième classe sociale qui souffre de cette dépendance, ce sont justement tous ces paysans ruinés, tous ces ouvriers dont les usines ont fermé, tous ces petits commerçants ruinés aussi, qui forment ce qu'on appelle le secteur informel. C'est un très grand problème et au Venezuela, et en Amérique latine, et en Afrique, c'est que l'économie grise est beaucoup plus importante que l'autre. Et l'informel, c'est quoi? C'est des petits boulots, c'est des petits trafics, c'est des trucs complètement aléatoires, c'est aussi de la petite délinquance. C'est donc extrêmement malsain comme forme d'économie.